Nous sommes entourés d'objets que nous avons l'habitude de considérer comme de simples antiquités. De la belle vaisselle sous verre, des vases élégants, des tasses fines d'époques révolues. Nous passons devant, admirons le savoir-faire de nos ancêtres et poursuivons notre chemin sans jamais remettre en question la petite étiquette avec la date. Et pourtant, on aurait tort. C'est précisément dans ces objets fragiles que se cache une fissure à travers laquelle on aperçoit un passé bien différent. L'idée est simple et dérangeante. Nous vivons à l'intérieur d'un décor. Le passé a été réécrit. Et les technologies qu'on nous présente comme le summum du progrès de notre siècle ne sont que de pâles vestiges de ce que possédait une civilisation qui a disparu de la surface de la Terre il n'y a pas si longtemps. Et on peut le prouver sans pierres mystérieuses ni métaux étranges. Un seul objet suffit, que l'on trouve dans presque tous les musées et même dans le vaisselier de votre grand-mère. Tellement familier que personne ne le prend au sérieux. Il est plus fin que le papier, plus sonore que le verre, et il renferme une preuve qui prive l'histoire officielle d'air. Il s'agit de la porcelaine. Et dans quelques minutes, vous ne pourrez plus la regarder du même œil. Chaque pièce d'un tel service a une épaisseur de paroi identique. Pas à peu près la même, pas semblable à l'œil nu, mais coïncidant au centième de millimètre près. Si vous passez un instrument de mesure précis sur deux tasses d'un même ensemble, la différence sera si infime qu'on pourrait la mettre sur le compte d'un tremblement de la main de celui qui mesure. Les parois elles-mêmes sont plus fines qu'une feuille de papier. La matière laisse passer la lumière, comme s'il ne s'agissait pas d'argile cuite, mais d'air figé. On nous explique cela par le modelage à la main et le tour de potier. Des artisans serfs talentueux, travaillant à la lueur d'une lampe à huile, l'inspiration entre les travaux des champs. Une belle légende. Essayez donc de reproduire mentalement cet exploit. Façonner à la main non pas 1000 objets simplement ressemblants, mais géométriquement identiques. Identiques, comme le reflet l'un de l'autre. Pour un être humain, c'est impossible. Même un maître ayant l'œil d'un tireur d'élite y est impuissant. La main se fatigue, l'œil se brouille. Dès la 100e pièce, des écarts apparaissent. À la 500e, la fatigue prend le dessus. Un être vivant n'est pas une machine. Or, nous avons devant nous une précision toute mécanique, un emboutissage industriel du plus haut niveau, répété 1000 fois sans le moindre défaut. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Demandez à un physicien ce qui se passe dans le four avec cette masse, et le tableau paisible commence à se fissurer de toutes parts. Brûler simplement beaucoup de bois ne suffit pas. Pour maintenir une température de 1400 degrés, uniforme dans tout le volume d'un four immense, il faut une puissante soufflerie d'air sous pression. Où sont ces ventilateurs, ces conduits, ces vestiges de complexes industriels? Au lieu de ruines industrielles, on nous montre des ateliers douillets avec des hommes qui travaillent sans se presser. C'est touchant et impossible. Mais ce qui achève tout, c'est autre chose. Le retrait. Pendant la cuisson, la masse rétrécit de 15, voire 20%. Tu sculptes une taille, tu sors une autre du four, plus petite d'un 5e. Le retrait dépend de l'humidité, de la température en chaque point, du temps de maintien. Dans un four à bois sans capteur, contrôler cela sur un millier d'objets est physiquement impossible, ils devraient forcément sortir différents, certains plus petits, d'autres plus tordus. Mais ils sont comme des clones. Et un dernier détail, il n'y a pas de cimetière de rebut. Avec une cuisson artisanale, jusqu'à 70% des pièces partiraient à la décharge. Où sont les montagnes de porcelaine brisées autour des usines? Où sont les plans techniques des fours au lieu des dessins d'artistes? On a l'impression que les services de table sont simplement sortis tout près des boîtes. Et pour comprendre d'où viennent ces boîtes, il faudra jeter un œil à la chimie. Et il existe une porcelaine dont la moitié de la composition est de l'os calciné de gros bétail. La cendre d'os, pour la transparence et la solidité, peut atteindre 50% de la masse. Maintenant, faites le calcul. Des centaines de milliers d'objets, cela représente des tonnes d'os, des abattoirs gigantesques, toute une logistique de collecte et de calcination jusqu'à l'obtention de phosphate pur. L'odeur d'une telle production serait insupportable. Aucun souverain n'aurait installé ça près de sa résidence. Et pourtant, sur les vieilles gravures, on voit des usines propres au milieu de parcs soignés, des dames avec des ombrelles. Ce n'est pas une production, c'est une vitrine.
plutôt des entrepôts de distribution de ce qu'on avait réussi à trouver. Et il y a une énigme à part, la glaçure. Sa dilatation thermique doit correspondre parfaitement à celle de la pâte, sinon la couche vitreuse se couvre de fissures ou se détache. De nos jours, un tel couple se choisit en laboratoire par analyse spectrale. Et pourtant, la porcelaine parfaite est apparue comme d'un seul coup, sans des siècles d'essais et d'erreurs de débutants. Et là se pose la question d'échelle. Divisez toute cette masse de vaisselle par le nombre de familles nobles de cette époque. Vous constaterez que chaque comte devait posséder une cinquantaine de services et les briser chaque jour pour porter chance. Les chiffres ne concordent absolument pas. Il ne reste que deux possibilités. Soit il y avait beaucoup plus de gens qu'on ne nous le dit, et la catastrophe qui les a décimés a eu lieu très récemment. Soit la production était automatisée, fonctionnait 24 heures sur 24 et approvisionnait une civilisation de plusieurs millions d'habitants qu'on a rayés des manuels scolaires. Et c'est là qu'il faut poser une question qui change tout. Est-ce même de la vaisselle? Écoutez le son que fait la porcelaine. Un son pur, long et aigu. C'est un diélectrique et un excellent résonateur. Il existe des vases de 2 à 3 mètres de haut dans lesquels il est impossible de mettre des fleurs simplement à cause de leur taille. À quoi servent-ils? Et si ces élégants ustensiles et ces géants n'étaient pas des décorations de table, mais des pièces d'un système technique, éclairage, communication, transmission d'énergie depuis l'air, dont seuls quelques-uns avaient connaissance, avant que tous ne l'oublient, cela ressemble à une fantaisie. Mais il existe un objet qui transforme cette fantaisie en un fait d'ingénierie. Maintenant, expliquez comment cela se faisait à la main. L'artisan coupe l'argile brute sombre et ne voit pas le résultat. La masse ne deviendra transparente qu'après une cuisson à haute température. Une erreur d'un dixième de millimètre et le visage sur le portrait se déforme. Pour créer une telle chose, il faut traduire les nuances de gris en microns d'épaisseur et retirer la couche exactement à la profondeur voulue. C'est un problème inverse pour une machine à commande numérique, un fraisage en volume à partir d'un modèle mathématique. À la main, c'est aussi irréaliste que de découper un microprocesseur au couteau. Pourtant, il y a beaucoup de lithophanie dans les musées. Donc, il y avait des machines, un scan, un transfert d'images sur le matériau. Et alors, les vases géants trouvent leur place. L'argile crue d'une telle masse doit forcément s'affaisser sous son propre poids. Les parois inférieures ne peuvent pas supporter les étages supérieurs. Elle n'aurait pu conserver une géométrie parfaite que par une solidification instantanée. Et ce n'est plus de la cuisson, c'est un moulage à froid, une masse liquide, un géopolymère, coulé dans un moule et durcissant jusqu'à devenir aussi sonore que du verre. Une seule matrice explique tout à la fois, les milliers d'objets identiques, l'absence de retrait et les dimensions impossibles. Il ne reste plus qu'une question, la plus lourde. Pour qui tout cela a-t-il été coulé? À cette époque, les manufactures impériales ne produisaient pas de porcelaine. Elles se l'appropriaient. Remarquez un détail. Sur de nombreux objets anciens, la marque est apposée par-dessus l'émail, par-dessus le vernis. Elle s'efface. Elle a été clairement ajoutée après la fabrication de l'objet. Ce n'est pas la signature du créateur, c'est un numéro d'inventaire de celui qui a trouvé le bien d'autrui et l'a déclaré sien. Dans ce cas, nous vivons dans un monde où le sens des objets s'est perdu. Seule la forme a survécu. Regardez de près les contours des vases et des soupières anciens, les flancs cannelés, les couvercles en forme de dôme, l'abondance d'or, les armatures métalliques. Tout cela ressemble étrangement aux isolateurs des lignes à haute tension. L'or est un excellent conducteur. Et si les coupes étaient des condensateurs et les vases des résonateurs de champ, faisant partie d'un système énergétique domestique qui captait le courant littéralement dans l'air? Le même principe que celui que Nikola Tesla était sur le point de découvrir. Nous versons de la soupe dans ces appareils comme un homme qui aurait trouvé un dispositif complexe et l'aurait détourné en planche à découper. Nous avons préservé l'enveloppe et perdu la fonction. Et si c'est la vérité, alors les vestiges de ce réseau énergétique devraient se retrouver non pas dans un seul pays, mais aux 4 coins du monde en même temps. La logistique le confirme aussi. On nous dit que les matières premières étaient transportées sur des milliers de verstes, sur des chemins de terre défoncés, dans des charrettes sans ressort. Avec de telles routes, la porcelaine aurait coûté des dizaines de fois plus cher que l'or, et pourtant elle était accessible même aux marchands. Une absurdité économique,
à moins que le transport n'ait été complètement différent et la production locale, réalisée d'après des plans uniques transmis par quelqu'un. Un jour, cet héritage a été exposé au grand jour. Les expositions universelles du milieu du siècle d'avant-dernier, le palais de cristal, assemblé en quelques mois, des milliers d'objets irréprochables comme sortis de nulle part. Hier, des chevaux et des fours, aujourd'hui, des géants de verre et des chefs-d'œuvre de précision. On dirait que ce n'était pas une vitrine du progrès, mais une gigantesque braderie de trésors exhumés, présentés comme des inventions personnelles. C'est pour cela qu'après les expositions, les technologies se perdaient, les usines fermaient, les secrets disparaissaient. On montrait, on vendait, on effaçait les traces, et la preuve que l'ancien monde a vraiment disparu se trouve littéralement sous nos pieds. Et cette fine couche porte une signature impensable pour l'âge d'or de la noblesse. L'analyse spectrale des peintures anciennes révèle des terres rares, de l'uranium, des composés qu'on utilise aujourd'hui en électronique et dans l'espace. Un pourpre inaccessible par les méthodes classiques. De l'or appliqué en une couche de quelques atomes d'épaisseur. Une telle complexité pour une simple assiette n'a aucun sens, à moins que cette assiette n'ait rempli des fonctions dont nous n'avons pas la moindre idée. Il y a aussi un indice discret, du côté des hommes. Si des milliers d'artisans avaient travaillé pendant des siècles avec du plomb dans la glaçure et du mercure dans la dorure, ils seraient morts jeunes et en masse, et d'immenses cimetières entoureraient les ateliers. Il n'existe pas, ni registre, ni tombe. Cela signifie que le processus était sans main-d'œuvre et automatisé. Faites le total. Nous vivons sur les ruines d'une civilisation anéantie par une catastrophe survenue avant-dernier siècle. Les nouveaux maîtres du monde ont appliqué un calcul simple. Si les gens apprennent ce qu'étaient leurs ancêtres et la puissance qu'ils détenaient, impossible de diriger la foule. On ne peut pas forcer un homme à descendre dans une mine pour des clopinettes s'il sait que son arrière-grand-père puisait l'énergie dans l'air et que sa vaisselle était coulée par un automate. Voilà pourquoi, au musée, il est interdit de toucher avec les mains. Ce n'est pas la glaçure qu'on protège. On a peur que sous vos doigts, vous ne sentiez la vérité. L'histoire prend véritablement vie au moment où on la raconte. Abonnez-vous à la chaîne, car il est fort probable que vous n'ayez encore jamais entendu ce qui va suivre.